4 moteurs étaient la norme pour la sécurité. Puis Boeing a tout misé sur 2. Mais voilà ce que personne ne vous dit sur le 737. C'était un jet régional qui traverse maintenant les océans. Près de 60 ans de production continue. Plus de 12 000 livrés. Le deuxième avion commercial le plus vendu de l'histoire. Que se passe-t-il lorsque vous refusez de partir à zéro? Lorsque chaque amélioration doit tenir dans un cadre pensé avant l'alunissage. Vous obtenez des moteurs aplatis comme des crêpes. Un train d'atterrissage qui ne rentre jamais complètement. Des technologies empruntées aux avions à hélice. Et un enjoliveur capable d'immobiliser un avion à 100 millions de dollars. Chaque particularité raconte une histoire. Celle d'ingénieurs qui ont fait marcher l'impossible. D'une compagnie aérienne qui a refusé d'abandonner. D'un avion censé être temporaire mais devenu immortel. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi ce design règne toujours dans le ciel. Des solutions d'ingénierie désespérées aux clauses exceptionnelles qui contournent les règles modernes. Des escaliers intégrés qui font toujours sens au système de secours venu d'une autre époque. Et la première curiosité, vous la voyez à chaque fois que vous montez à bord. Anomalie 1, la solution du moteur écrasé. Les moteurs du 737 ont le dessous plat. Ce n'est pas de l'aérodynamique, c'est du désespoir. Boeing a conçu le premier 737 très bas, au ras du sol. Les bagagistes devaient atteindre les soutes sans échelle. Les passagers pouvaient monter par des escaliers intégrés. La garde au sol dictait tout. Les moteurs Pratt & Whitney JT8D originaux étaient parfaits, compacts, ronds. Problème réglé. Puis les compagnies aériennes ont demandé plus d'efficacité. Boeing a répondu avec des moteurs CFM56 plus gros pour le 737 classique. Ces nouveaux turbofans promettaient des économies de carburant énormes. Mais ils ne rentraient pas. Alors ils ont fait un pari radical. Ils ont aplati le dessous du carénage moteur. Pris un tube circulaire et l'ont écrasé jusqu'à ce que le bas soit plat. Votre turbofan à plusieurs millions de dollars, littéralement remodelé pour tenir sous une aile dessinée dans les années 60. Ce dessous plat crée un flux d'air un peu moins idéal, mais les gains d'efficacité du moteur plus gros compensent largement. Les compagnies économisent des millions en carburant. Mais ce compromis a déclenché une cascade. Le 737 MAX a eu besoin de moteurs CFM International LEAP 1B encore plus gros. Boeing a poussé la solution à l'extrême, des moteurs si gros et avancés qu'ils ont modifié le comportement de tangage de l'avion. Ça a conduit au MCAS, puis à 2 catastrophes, et à l'immobilisation mondiale de toute la flotte. Tout ça parce qu'une décision prise tôt de rester proche au sol a créé un effet domino de 6 décennies. Les meilleures solutions d'ingénierie sont souvent les plus moches qui fonctionnent vraiment, jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus. Mais si vous pensez que les moteurs écrasés sont bizarres, attendez de voir ce qu'il arrive au train d'atterrissage. Anomalie 2, le train d'atterrissage à nu. Les roues ne disparaissent pas quand le train se rétracte. Elles restent visibles. Pas de porte, pas de capot, juste du caoutchouc et des moyeux de roues. Presque tous les avions modernes cachent leur train derrière des portes fermées. C'est propre, aérodynamique. Le 737 vole avec ses roues visibles sous le fuselage. Ce n'est pas un oubli. C'est la philosophie Boeing d'antan, la simplicité plutôt que la sophistication. Les portes du train ajoutent du poids, de la complexité, des points de défaillance potentiels. Boeing a fait un choix, supprimer complètement ces portes. À la place, ils ont utilisé des joints à lamelles, des volets en caoutchouc qui s'ajustent autour des roues, et des enjoliveurs surdimensionnés qui complètent le profil aérodynamique. Ce n'est pas très élégant, mais c'est fonctionnel. Et c'est là que ça devient intéressant. Ces enjoliveurs ne sont pas des accessoires cosmétiques. C'est un équipement de sécurité obligatoire. Chacun d'eux contient des capteurs de vitesse des roues qui alimentent le système de freinage anti-blocage. Si tu perds un enjoliveur, tu perds des données de sécurité cruciales. Mais on en reparlera plus tard. Les 737 modernes utilisent encore ce même système. Pourquoi ? Le certificat de type de Boeing date de 1967. Passer à des baies de train fermées demanderait une recertification massive, des milliards en coûts, des années de tests. La solution rustique d'il y a des décennies reste suffisante pour 2025. Chaque fois qu'un 737 rentre son train, tu regardes une décision de conception prise sous l'administration Johnson. Bizarrerie 3, un escalier dans la poche. Le 737 est le seul avion moderne de ligne principale équipé d'un escalier intégré. Alors que les jets Airbus et les gros Boeing nécessitent des passerelles d'embarquement ou des escaliers mobiles, beaucoup de 737 ont leur propre escalier. Rangés sous la porte avant, prêts à se déployer en quelques secondes. Les passagers montent à l'avant, descendent à l'arrière.
aucun équipement au sol nécessaire. Ryanair exploite ça pour ses rotations en moins de 30 minutes. L'ironie ? Cette fonction, aujourd'hui optionnelle, existe parce que le 737 a été conçu pour des aéroports régionaux dépourvus d'infrastructures, de petites villes, des endroits sans passerelle. Aujourd'hui, le 737 dessert Heathrow, JFK ou Changi, des aéroports ultra équipés avec des passerelles high-tech à chaque porte. Et pourtant, cet escalier intégré reste une option. Les compagnies low cost ont découvert que c'était plus rapide et moins cher que d'attendre l'équipement aéroportuaire. Ryanair peut se garer à une porte avec une passerelle fonctionnelle et déployer l'escalier de l'avion à la place. Cet accessoire pèse environ 90 kg, du carburant transporté à chaque vol. La plupart des compagnies l'enlèvent. Mais pour celles qui veulent des rotations express, cet escalier vaut son poids en or. Boeing livre toujours des 737 MAX flambant neufs avec escalier intégré pour les clients qui le choisissent. En 2025, pour les compagnies qui volent vers des aéroports aux terminaux milliardaires. Parfois, la meilleure technologie refuse de disparaître. Mais l'escalier n'est pas la seule fonction rétro. Particularité 4, la porte de cargaison qui s'ouvre vers l'intérieur. La plupart des portes de cargaison d'avion s'ouvrent vers l'extérieur. On les fait pivoter, on charge, puis on referme. Celle du 737, elle, s'ouvre vers l'intérieur. En 2022, un 737 de KLM a atterri à Amsterdam avec sa porte de chargement avant entrouverte. Les passagers ont filmé un trou béant dans la carlingue pendant que l'avion roulait. Rien n'est tombé, ni bagages, ni cargo. Tout est resté en place. Pourquoi ? Parce que les portes cargo du 737 sont conçues pour se verrouiller grâce à la pression. Lorsque la cabine se pressurise, des milliers de livres de pression interne poussent vers l'extérieur sur toutes les surfaces. Sur la plupart des avions, ça demande des verrous costauds sur les portes qui s'ouvrent vers l'extérieur. Si ces verrous lâchent, la porte peut s'envoler violemment. Les portes du 737 qui s'ouvrent vers l'intérieur utilisent justement la pression de la cabine comme verrou supplémentaire. Même si les mécanismes échouent, la pression maintient physiquement la porte fermée. Pendant le vol pressurisé, la porte ne peut tout simplement pas s'ouvrir. Elle ne s'ouvre qu'à la dépressurisation, par exemple à l'atterrissage. Dans cet incident avec KLM, les verrous avaient lâché avant le décollage. La pression de la cabine l'a maintenu scellé en vol. Ce n'est qu'à la descente, lorsque la pression s'est équilibrée, que les forces du vent ont poussé la porte non verrouillée vers l'intérieur. Le revers ? Les chargeurs ne peuvent pas exploiter tout l'espace. Ce mouvement vers l'intérieur prend de la place. Mais en matière de sécurité, c'est génial. Une vieille astuce qui transforme la physique en système de secours. Boeing ne vend jamais ça. La plupart des passagers l'ignorent, mais c'est une des raisons pour lesquelles les défaillances de porte-cargo sur 737 n'ont jamais provoqué d'accident en vol. Les meilleurs systèmes de sécurité sont ceux auxquels vous ne pensez jamais. Curiosité 5, l'aide-mémoire low-tech. La manche du pilote du 737 possède 3 roues tournantes avec des chiffres. On dirait un truc sorti d'un sous-marin des années 40, totalement mécanique, sans électronique. C'est un indicateur de vol. Les pilotes s'en servent toujours. Une équipe peut gérer 6 vols différents en une seule journée. Newark à Chicago, Chicago à Denver, Denver à Phoenix. L'après-midi, c'est étonnamment facile d'oublier quel vol on est en train de piloter. Lorsque le contrôle aérien appelle, il faut répondre sur le champ. United 2847, virage à gauche, cap 270. La moindre hésitation peut semer la pagaille. Alors les pilotes règlent ces 3 roues sur leur numéro de vol actuel. Toujours là, toujours visible. Pas besoin de zapper dans des menus. Les avions modernes affichent les numéros de vol sur des écrans vitrés. Mais les écrans peuvent lâcher. Ils peuvent afficher d'autres pages. Ils nécessitent de l'électricité. Ces 3 roues, elles fonctionnent, que l'avion ait de l'alimentation ou pas. Visibles du coin de l'œil. Jamais besoin de les mettre à jour ou de les redémarrer. Boeing a intégré cette fonction dès le premier jour et ne l'a jamais enlevée. Elle a migré du 737-100 original jusqu'au 737 MAX. Plus de 50 ans de service continu. À l'ère des écrans tactiles et de l'intelligence artificielle, le cockpit du 737 possède un appareil qui semblerait venir d'un bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Et ça marche mieux que n'importe quelle appli. Mais c'est là que ça devient vraiment old school. Bizarrerie 6, le jet qui se prend pour un Cessna. Le 737 est l'un des derniers jets en production que tu peux piloter à la main, comme un Cessna ou un DC-3. Perdre l'hydraulique, c'est souvent synonyme d'une journée très compliquée. Pourtant, tu peux toujours piloter le 737, à peine. Le 737 peut basculer en commande manuelle.
Si tous les systèmes hydrauliques lâchent, les pilotes contrôlent la profondeur et les ailerons à la force des muscles grâce à des câbles mécaniques. Ces câbles de commande partent du manche, traversent l'avion et vont jusqu'aux surfaces de contrôle. Normalement, ce sont les entraînements hydrauliques qui font le gros du boulot. Mais caché dans les liaisons, il y a des verrouillages. Lorsque l'hydraulique tombe, ces verrous se déclenchent. Les câbles se connectent directement à de petites plaques sur des surfaces de contrôle. Bouger le manche tire les câbles qui tirent les plaques qui génèrent des forces aérodynamiques. Il faut une force dingue, mais ça marche, juste assez pour garder l'avion contrôlable. Pourquoi garder cette technologie sur le 737 ? Parce que Boeing l'a conçu à une époque où la fiabilité des systèmes hydrauliques n'était pas assurée. La commande manuelle de secours, c'était le dernier rempart. Et la supprimer aurait demandé une recertification énorme. Alors elle reste. Ce système ancien, presque jamais utilisé, de câbles, poulies et mécanismes traversent tout l'avion. Tous les autres jets modernes seraient incontrôlables dans ce cas. Parfois, la paranoïa des années passées sauve des vies dans les années 2020. Et en parlant de systèmes de sécurité inattendus, particularité 7, le cache-roue critique. Vous vous souvenez de ces roues principales exposées avec des cache-roues surdimensionnés ? Sur un 737, perdre un cache-roue peut clouer l'avion au sol. Pas parce que ça fait moche, mais parce que c'est un élément de sécurité crucial. À l'intérieur de chaque cache-roue se trouve un capteur de vitesse de roue. Lorsque la roue tourne, le capteur crée des signaux électriques proportionnels à la vitesse de rotation. Ces données alimentent le système anti-blocage des freins. Ce système doit connaître précisément la vitesse de chaque roue. À l'atterrissage, lorsque tu freines, si une roue commence à glisser, le système réduit la pression de freinage sur cette roue. Pas de données de vitesse, pas de protection anti-blocage. La réglementation interdit de faire voler un 737 sans anti-blocage fonctionnel. C'est obligatoire. Donc, si un cache-roue tombe durant le roulage, l'avion ne peut pas décoller. Le personnel au sol doit retrouver le cache perdu ou en installer un autre. Boeing aurait pu mettre ses capteurs ailleurs. Dans le logement de roue, sur les cieux, n'importe où à l'abri. Mais non, parce que dans les années 60, la solution était d'intégrer le capteur dans le cache-roue aérodynamique. 2 coups d'un seul coup. 60 ans plus tard, le 737 MAX utilise presque les mêmes cache-roues avec capteur intégré. Et ça marche. Compare à une panne de capteur caché qui pourrait passer inaperçue jusqu'au freinage sur une piste mouillée. Les cache-roues du 737 sont des composants critiques pour le vol. Point particulier 8. Les tuyaux pitot à des endroits inattendus. La plupart des avions ont leur tube pitot sur le nez. Ça sert à mesurer la vitesse de l'air là où il est le plus propre. Le 737 a aussi ses tubes pitot sur le nez. Mais il en a 2 autres à un endroit bizarre, sur le stabilisateur vertical. Pourquoi mesurer la vitesse là-bas ? Tu ne la mesures pas. Ces tubes ne sont pas pour les pilotes. Ils servent au système de ressenti des gouvernes de profondeur. Les gouvernes du 737 sont actionnées hydrauliquement. Sans ressenti artificiel, le manche bougerait sans aucune résistance. Les pilotes ne sauraient pas combien de force ils appliquent. Alors Boeing a installé une unité qui simule la résistance et le centrage des gouvernes. Cet ordinateur calcule la résistance que doit avoir le manche en fonction de la vitesse et de la position du stabilisateur. Tu voles vite, résistance forte. Lentement, résistance légère. Mais utiliser les tubes pitot du nez donnerait de fausses mesures lors des situations à fort angle d'attaque, comme au décollage ou à l'atterrissage. Le nez est relevé et le tube ne fait plus face à l'air propre. Solution, monter des tubes pitot dédiés sur le stabilisateur vertical où le flux d'air reste stable, peu importe la position de l'avion. Ces tubes dans la queue alimentent uniquement l'ordinateur de ressenti. Ils existent juste pour que le manche ait la bonne sensation. C'est une sophistication invisible, un système qui fonctionne parfaitement sans que les pilotes y pensent jamais, jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Là, les forces sur le manche ne sont plus correctes. Trop légères à grande vitesse, trop lourdes à basse vitesse. La plupart des passagers passent devant la queue, montent à bord, sans jamais remarquer ces petits tubes sur le stabilisateur vertical. Mais sans eux, piloter un 737, ça reviendrait à diriger un jeu vidéo, artificiellement léger, dangereusement déconnecté. Caractéristique 9, l'évolution des ailettes. Les bouts d'ailes du 737 témoignent de décennies d'évolution. Les premiers 737 n'en avaient pas, juste des bouts d'ailes plats, suffisamment efficaces pour leur temps. Puis sont arrivées les ailettes courbées vers le haut dans les années 2000, des extrémités qui réduisaient la traînée et économisaient du carburant. Les compagnies aériennes en raffolaient. Mais Aviation Partners Boeing n'en est pas resté là.
Ils ont inventé les ailettes scimitars partagées, ajoutant une seconde extrémité tournée vers le bas sous l'ailette principale. Le résultat ? 2% d'économie de carburant en plus des ailettes courbées déjà efficaces. Faites le calcul sur une flotte entière et vous parlez de centaines de millions économisés chaque année. Ce qui est génial, ces ailettes sont adaptables. Pas besoin d'un nouvel avion. Aviation Partners Boeing enlève vos vieilles ailettes et fixe les nouvelles scimitars partagées. Les vieux 737NG peuvent être mis à jour. Ça prend des jours, non pas des années. Et les économies de carburant couvrent l'installation en 2 à 3 ans. Le 737 MAX est allé plus loin avec les ailettes à technologie avancée. Un design optimisé à pointe partagé par Boeing avec des revêtements qui favorisent le flux d'air laminaire. Ailettes courbées et scimitars, maintenant juste en rétrofit. Pourquoi c'est important ? Parce que la conception du 737 est tellement vieille que Boeing doit tirer le maximum d'efficacité sous toutes ses formes. Ils ne peuvent pas redessiner la cabine ou l'aile, ces éléments sont figés depuis des décennies. Mais les bouts d'ailes ? Ceux-là, ils peuvent évoluer. Alors que le fuselage du 737 a presque 60 ans, ces ailes ont une aérodynamique dernier cri des années 2020. Traverser un aéroport majeur et jouer à repérer les ailettes. Courbées, scimitars partagés, ailettes max. Chacune symbolise une époque différente, toutes sur une aile fondamentalement identique. Parfois, et c'est pas besoin de tout reprendre à zéro. Parfois, il suffit de continuer d'améliorer ce qui marche déjà. Mais il y a une dernière particularité qui relie tout ça. Bizarrerie 10, la clause du grand-père. Le 737 n'a pas à respecter les normes modernes. Il est protégé par une clause dite grand-père. Lorsque Boeing a conçu le 737 dans les années 60, il respectait toutes les exigences de sécurité de l'époque. Et au fil des 6 décennies, en l'allongeant, en le mettant à jour et en le modernisant, il n'a jamais eu besoin d'être totalement recertifié selon les normes actuelles. Le train d'atterrissage apparent ? Impossible à valider sur un nouvel avion aujourd'hui. La faible garde au sol qui force les moteurs à être plats, les normes modernes exigeraient d'autres solutions. Même le système de reversion manuelle utilise une technologie jugée désuète. Mais Boeing n'a pas à changer tout ça. Ils doivent juste respecter les standards des années 60 pour le certificat type principal. C'est pourquoi le 737 peut continuer à évoluer sans devenir un avion complètement nouveau. Trop de changements. Et il faudrait une recertification intégrale selon les règles modernes. Un processus coûtant des milliards et prenant des années. Alors Boeing a fait le grand écart. Ils ont amélioré les moteurs, optimisé les ailerons de bout d'aile, modernisé l'avionique, mais ont conservé la structure de base, le train d'atterrissage et l'architecture des commandes de vol intactes. Le 737 MAX a poussé le concept à l'extrême. Ces énormes moteurs LEAP ont tellement changé la maniabilité de l'appareil que Boeing a dû inventer le MCAS pour masquer cette différence. Parce que reconnaître que l'avion volait autrement aurait signifié de nouvelles certifications pilotes. Ce qui cassait la promesse, c'est toujours juste un 737. On connaît la suite. La clause du grand-père est à la fois la plus grande force du 737 et son talon d'Achille. Elle permet des améliorations continues sans repartir de zéro. Mais elle enferme aussi Boeing dans des choix de conception d'une époque où les ordinateurs remplissaient des pièces entières et où le carburant coûtait des clopinettes. Toutes les bizarreries dont on a parlé viennent de là. Le 737 est un avion d'une autre époque déguisé en avion moderne. Et pourtant, il vole toujours. Le 737 aurait dû être retiré il y a des décennies. Boeing prévoyait de le remplacer par le 757 dans les années 80, puis peut-être un tout nouveau modèle dans les années 2000. Rien de tout cela n'est arrivé. Pourquoi ? Parce que les compagnies aériennes ne voulaient pas de remplaçants. Elles voulaient plus de 737. L'efficacité de garder les pilotes sur une seule qualification, les avantages d'une flotte homogène, la fiabilité éprouvée d'une cellule améliorée depuis 60 ans. L'économie était imbattable. Alors Boeing a continué à construire, à améliorer, à allonger. Le 737-100 avait 85 places en 2 classes et pouvait voler environ 1500 milles nautiques. Le 737 MAX 10 transporte jusqu'à 204 passagers en 2 classes et vole environ 3100 milles nautiques. Ce n'est pas de l'évolution, c'est une transformation. Aujourd'hui, le 737 reste l'un des avions commerciaux les plus demandés, avec des milliers de commandes et une production assurée pour des années. Et ce qui est fascinant, dans une industrie obsédée par la dernière technologie, l'avion qui a le plus de succès est celui qui refuse d'être neuf.
il prend le pragmatisme d'une autre époque et l'améliore petit à petit, année après année. Pas de matériaux révolutionnaires, pas d'aérodynamique radicale, pas de propulsion révolutionnaire, juste un affinage tenace et sans éclat. Le 737 sera probablement encore en production en 2030, peut-être en 2040. Plus de 70 ans de fabrication continue. Aucun autre avion commercial ne s'en approche. Parce que parfois, la meilleure technologie n'est pas la plus récente. C'est celle qui fonctionne, que les compagnies comprennent et qui refuse de mourir.